Mesdames et messieurs, ravi d'être avec vous pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Bienvenue, nous partons avec les titres. À la une de l'actualité, la guerre au Mali, la traque des djihadistes se poursuit. Pour la première fois, une équipe de télévision accompagne les soldats français sur le terrain. Les djihadistes, lorsqu'ils sont capturés, sont parfois des simples adolescents. Le Nigeria abrite le plus grand chantier immobilier en cours actuellement sur le continent. Du nom de Eco Atlantique, cette future ville est déjà surnommée la Dubaï de l'Afrique. Au Mali, l'armée française poursuit ses opérations dans le massif des Ifoghas avec des djihadistes cachés dans les montagnes. L'armée a mis la main sur l'un d'entre eux. Il s'agit bien sûr d'un adolescent de 15 ans. Les spécialistes estiment que d'autres adolescents combattraient aux côtés des djihadistes. Les premiers tirs résonnent. La patrouille vient à peine de commencer. Ces légionnaires parachutistes se mettent à l'abri derrière les rochers de ce qu'ils surnomment la planète Mars, l'immense massif des Iphoras. Des combattants sont repérés. D'environ 4 à 5 personnels. 4 à 5 djihadistes cachés dans des cavités à quelques dizaines de mètres. Les tirs reprennent. La première section est sous le feu. Les légionnaires donnent l'assaut. 4 hommes sont au sol, morts côté islamiste. Mais une tête dépasse entre les rochers. Entendez bien, ok? Moi, copain, d'accord? Toi, tu vas te lever demain, comme ça. Il faut être sûr que l'homme n'a pas d'explosif sur lui. Viens avec moi. Écartez le dispositif, on sait jamais. Son bras gauche est blessé. Voilà. Stop, bouge plus. Vêtements, Clovis, retire. Allez, enlève. Les soldats français se rendent alors compte qu'ils ont affaire à un adolescent. 16 ans maximum. Pose ici. Le seul survivant de l'attaque du jour. Viens avec moi. On va le ramener tout simplement à notre base. Il sera interrogé en fonction de ce qu'il pourra nous apporter comme renseignement sur le terrain et sur la situation des groupes djihadistes dans la région. Le prisonnier est évacué par hélicoptère direction le camp français de Thessalite, où il sera soigné avant d'être entendu longuement. La Tunisie, toujours hantée par la révolution de janvier 2011, alors que le nouveau Premier ministre Ali Larayed prenait officiellement ses fonctions dans le nord-ouest du pays, la population procédait à l'enterrement du jeune marchand ambulant qui s'était immolé par le feu mardi dernier. Hamadi Jabali, démissionnaire du poste de Premier ministre il y a un mois, laisse donc sa place à Ali Larayed. L'officialisation cet après-midi fait suite à la confiance déjà reçue hier par l'Assemblée nationale constituante. Alors que la passation de pouvoir entre les deux responsables d'Ahmada avait lieu dans la capitale, dans un cimetière du nord-ouest du pays à Souk Jema'a, le message envoyé au gouvernement était bien différent. Aux obsèques du vendeur ambulant qui s'est immolé par le feu il y a 2 jours en plein cœur de la capitale tunisienne. La procession s'est transformée en manifestation contre le parti au pouvoir. Mon fils était le seul à subvenir à nos besoins. Qui va le faire maintenant? Les jeunes étudient et restent au chômage alors que les dirigeants se battent pour le pouvoir et la puissance. Après les funérailles, des dizaines de jeunes se sont rendus dans la capitale régionale Jendouba pour manifester contre la misère et le chômage, 2 facteurs qui 2 ans après la révolution du jasmin continuent de faire des ravages en Tunisie. À peine le nouveau pape élu, ses faits et gestes sont très suivis par les catholiques du monde entier. En Afrique, on attend de lui un geste fort en direction du continent. Le Nigeria pourrait bientôt se hisser en tête des plus grands pays catholiques au monde. Les catholiques du continent espéraient un pape africain. Aujourd'hui, ils accueillent avec enthousiasme un Saint-Père venu du bout du monde. Nous sommes ici au Nigeria. Si les catholiques restent minoritaires, la communauté a connu ces dernières années l'une des plus fortes progressions en Afrique. Le pays avait même un cardinal, Francis Arinze, que l'on disait favori. J'espérais que cette fois-ci, il soit issu d'Amérique latine, car c'est une très vieille église. Je suis sûr qu'après, il sera africain. À l'horizon 2050, le Nigeria devrait faire partie, aux côtés de l'Ouganda et du Congo, des 10 plus grands pays catholiques au monde.
Au Ghana, les catholiques représentent 11% de la population et on voyait déjà l'homme du pays, le cardinal Peter Turkson, à la tête du Vatican. Malheureusement, c'est Dieu qui décide. Nous avons prié ensemble, nous avons tout fait ensemble et Dieu a choisi la personne qu'il nous fallait. L'Afrique, berceau de l'humanité, souvent appelée le continent oublié, connaît depuis la fin des années 70 l'une des plus fortes progressions des catholiques dans le monde. La démographie y est pour beaucoup, mais aussi l'implantation en milieu urbain des structures de l'Église. Depuis les indépendances des pays, elle reste un repère pour les populations rurales venues s'installer en ville. On attend beaucoup de François, le pape des pauvres. Nous voyons que nous souffrons trop. Nous souffrons, l'Afrique souffre. Et on a besoin de son aide, de ses conseils. Les Africains représentent 10% des catholiques dans le monde. Parlons d'économie. Lagos, le poumon économique du Nigeria, abrite le plus grand chantier immobilier en cours actuellement sur le continent. Eco-Atlantique, c'est le nom de cette ville en chantier, déjà surnommée la Dubaï de l'Afrique. Bientôt, la plage publique de Bar Beach à Lagos aura disparu au profit d'Eco-Atlantique. Une nouvelle ville dans la ville où cohabiteront l'élite locale et une population d'expatriés. Plusieurs marinas, des magasins, des immeubles de luxe pouvant loger 250 000 personnes, des gratte-ciel dignes de Manhattan et une avenue principale aux dimensions des Champs-Élysées à Paris. Le projet, qui s'élève à plusieurs milliards de dollars, est déjà surnommé la Dubaï de l'Afrique. Nous aurons notre propre centrale électrique qui produira de l'électricité propre et fiable pour toute la ville. Nous aurons nos propres forages, desquels nous pourrons pomper de l'eau et cette eau sera nettoyée et distribuée dans toute la ville. Nous fournirons une eau de très bonne qualité à tout Eco-Atlantique. Un vrai luxe dans une ville où les 15 millions d'habitants sont parfois privés d'électricité pendant 10 heures par jour et où tous n'ont pas accès à l'eau potable. Pour M. Moumouni, ce projet entièrement privé ne peut être positif que s'il s'accompagne d'un développement plus global de la ville. Ça, c'est le concept. Lagos, un autre Dubaï, une autre Singapour, quelque chose comme ça. Mais s'il y a énormément de pauvreté dans un endroit, même les quelques-uns qui se sentent en sécurité finiront par ne plus l'être. Parce que la vraie sécurité, on ne l'obtient pas avec des gadgets, mais quand ceux qui vivent dans les alentours, eh bien, sont satisfaits. L'idée de départ était de remblayer un littoral grignoté par l'érosion et de construire un mur capable de protéger la côte des agressions de l'océan Atlantique. L'ancien président Bill Clinton s'est déplacé spécialement à Lagos récemment pour apporter son soutien au projet. C'est un ami personnel des frères Chagouri, les hommes d'affaires d'origine libanaise qui tiennent les rênes d'Eco-Atlantique. Vous êtes dit, protégeons-nous en construisant quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose qui va créer des opportunités, de l'emploi et de nouvelles aspirations. Le premier immeuble d'Eco-Atlantique devrait voir le jour d'ici 2 ans. Pour voir émerger la ville entière, il faudra patienter 15 ou 20 ans. Le Sénégal est la première étape de la tournée africaine du roi marocain Mohamed VI qui débute aujourd'hui. Une visite pleine de symboles et d'ambition, l'enjeu étant de hisser la coopération économique entre Dakar et Rabat au même niveau que les relations entre les dirigeants et les peuples des deux pays. Dakar, capitale du Sénégal, 1,5 million d'habitants. C'est dans cette ville que se concentre la majorité des 5000 Marocains installés dans le pays. C'est bien connu, les relations entre Rabat et Dakar sont historiques et au fil des années, ils se sont érigés en véritable partenariat. Dakar se prépare à accueillir dans moins de 24 heures Sa Majesté Mohamed VI, celui que l'on surnomme ici le roi réformateur. Et je pense que le premier acte majeur, c'était en 1964 avec l'inauguration de la grande mosquée de Dakar, donc sur financement du Maroc et en présence du roi Hassan II. Et je pense que par la suite, cette coopération a embrassé tous les domaines du développement. Le roi du Maroc, le président Macky Sall, sont des dirigeants de même génération.
Quand je dis des hommes d'État de même génération, c'est la même perception des problèmes du monde, c'est la même perception des problèmes intérieurs, des défis et des challenges qu'ils doivent relever par rapport à la jeunesse, par rapport aux femmes, par rapport à l'économie. L'économie, justement, l'un des piliers de la coopération bilatérale. D'ailleurs, les deux pays sont liés par près de 500 conventions et accords de partenariat dans le domaine économique, social et culturel. Un véritable modèle sur le continent. Le Maroc accorde aujourd'hui une importance particulière à la coopération sud-sud dans le domaine politique, économique, social et culturel. Cette orientation stratégique se confirme par plusieurs indicateurs comme la fréquence des visites du souverain en Afrique. Convergence des points de vue sur les questions de l'heure, partenariat économique prometteur et liens sociaux et culturels solides, un véritable modèle de coopération porté au plus haut niveau de l'État par Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont la visite de demain sera la 5e qu'il effectue au Sénégal depuis son intronisation. 2 ans aujourd'hui, jour pour jour, que la guerre en Syrie a débuté. 2 ans de conflits qui ont donc fait plus de 70 000 morts selon l'ONU et 1 million de déplacés. Et pour la première fois depuis le début de ce conflit, la levée de l'embargo sur les armes est évoquée par François Hollande et David Cameron, le Premier ministre britannique. La Syrie n'était pas au programme officiel, mais elle sera finalement omniprésente à Bruxelles ce vendredi. Les 27, réunis pour un sommet européen, vont évoquer la possibilité d'armer la rébellion, à la demande de Paris et de Londres. Que nous ne pouvons pas en rester simplement sur un régime de sanctions. Depuis le 1er mars dernier, le régime des sanctions a été renouvelé et il a été autorisé la fourniture d'armes que l'on dit non létales. Mais nous pouvons aller plus loin, nous devons aller plus loin. Le président français justifie cette volonté d'aller plus loin par la crainte d'une utilisation des armes chimiques par Damas. Mais ni Paris ni Londres ne donnent de précision sur la nature des armes qui pourraient être livrées. Beaucoup craignent que ces armes ne tombent entre de mauvaises mains après la chute du régime. Elles pourraient donc être équipées de traceurs ou être modifiées pour raccourcir leur durée de vie. L'opposition syrienne, elle, se réjouit de la position franco-britannique. C'est tard, je ne peux pas dire c'est trop tard, donc il y a encore des chances à faire rétablir les choses. Mais cette décision, elle est absolument courageuse de la part de France et de Grande-Bretagne. L'armée syrienne libre, pilonnée par l'aviation du régime, espère obtenir des missiles anti-aériens et des missiles anti-chars. Un arsenal qui lui permettrait, selon elle, de prendre le dessus sur l'armée régulière. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.africabtelevision.com. À bientôt.